Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme chaque soir, c'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Tout de suite, voici les titres qui font l'actualité de ce mardi 14 mai 2024. Nous débuterons cette édition à Annecy, où la municipalité vient d'annoncer ce mardi les détails du futur plan de circulation de la ville. Entre cloisonnement des quartiers et piétonisation, nous ferons le point sur ce dossier dans un instant. Et puis nous nous pencherons aujourd'hui sur la qualité des eaux du Léman qui interroge les experts. Plus particulièrement, c'est le brassage des eaux qui pose question. Un brassage incomplet depuis plusieurs années, nous le verrons dans un reportage réalisé par Chloé Lemeur. Mais avant de développer ces titres, le chantier de la ligne ferroviaire Lyon-Turin a fait l'objet d'une visite très officielle ce mardi. Le Premier ministre Gabriel Attal s'est en effet rendu à Saint-Julien-Mont-Denis, en vallée de Maurienne, pour quelques heures. Une visite express organisée en dernière minute et qui a notamment été l'occasion pour le représentant du gouvernement de rappeler l'engagement français et européen derrière ce projet de liaison transalpine. Un moment d'hommage a également été observé en l'honneur des 3 ouvriers décédés sur le chantier en moins d'une année. Pour rappel, ce projet de ligne ferroviaire franco-italienne, lancé il y a une trentaine d'années, a été évalué à plus de 26 milliards d'euros en 2021, un ouvrage qui devrait être pleinement fonctionnel à l'horizon 2032. Je vous l'évoquais en titre, c'est un sujet qui anime la Venise des Alpes depuis plusieurs mois déjà. Le nouveau plan de circulation d'Annecy s'apprête à être concrétisé d'ici l'été. Les premiers aménagements devraient d'ailleurs voir le jour à partir du 15 juillet prochain, des travaux qui suscitent encore de nombreuses questions pour les riverains. Élément de réponse avec ce reportage réalisé par Jules Demeur. Les problèmes de circulation dans la ville d'Annecy ne sont plus un secret pour personne. Certains quartiers, dont le centre historique, sont particulièrement touchés. Les automobilistes cherchent ainsi à contourner les axes principaux, souvent les plus embouteillés, pour emprunter des rues plus petites. Un constat qui a poussé la mairie d'Annecy à revoir le plan de circulation. Nous sommes dans une ville où, comme beaucoup d'autres villes françaises, il y a aujourd'hui du trafic dans toutes les rues, quel que soit leur statut, des grandes avenues, des grands boulevards, mais aussi des petites rues. Et dans ces petites rues, ce trafic souvent pose problème. Et l'objectif que l'on met en place, c'est d'apporter une amélioration en changeant le plan de circulation, c'est-à-dire de faire en sorte que le trafic de transit soit sur les grands axes, là où il est légitime, et que par contre les petites rues, s'il y a des véhicules qui y circulent, c'est parce qu'ils vont dans ce quartier et pas qu'ils le traversent. Les premiers changements verront le jour le 15 juillet où il ne sera par exemple plus possible d'emprunter la rue Président Favre si vous arrivez de la rue Sommeillet. Les voitures seront obligées de repartir en direction de la gare. Ce circuit en sens unique, cloisonnant les automobilistes dans le quartier, inquiète ce commerçant d'une rue adjacente. Ça va réduire forcément ma visibilité en tant que commerçant d'Annecy, puisqu'on a déjà constaté que depuis qu'ils ont modifié le sens de circulation, on a de plus en plus de gens qui n'arrivent plus à venir le soir à la sortie du travail en voiture dans Annecy et qui renoncent pour le coup à venir dans le centre-ville. Donc on est profondément mécontent de cette volonté absolument d'empêcher les voitures de circuler dans le centre-ville, puisque ça endommage, ça porte préjudice aux commerçants et aux commerçants. Ce projet doit permettre d'apaiser le cœur de ville en limitant notamment la pollution et les nuisances sonores, mais les Annéciens restent partagés sur ces changements à venir. L'entrée sur Annecy, des fois c'est un vrai calvaire, donc je ne suis pas sûr que ça va régler mes problèmes, je pense que ça va les aggraver. On ne comprend pas forcément les décisions de la mairie aujourd'hui de prendre ce genre d'action au sein d'Annecy parce que ça devient de plus en plus compliqué de circuler pour nous alors qu'on travaille à l'intérieur d'Annecy. Bon, moi je suis pour qu'il y ait moins de voitures en ville, ça c'est sûr. Mais par contre, mettre des parkings un petit peu sérieux pour que les gens puissent se garer et mettre des bus, des navettes, parce que sinon les petits commerces, ils vont mourir. Les changements de circulation s'accompagneront de la piétonisation de nouvelles rues, dont la fin des travaux est prévue pour février 2025. À terme, 6 quartiers du centre-ville doivent voir leur circulation modifiée pour les protéger des embouteillages. C'est une opération indispensable pour observer l'état et l'évolution du Léman sur l'année. Toutes les 2 semaines, des membres de l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, naviguent sur le lac franco-suisse afin de réaliser prélèvements et mesures concernant le brassage des eaux. Ce phénomène naturel qui intervient chaque hiver doit notamment permettre de mélanger les eaux de surface à celles issues des profondeurs et ainsi maintenir la santé de l'écosystème aquatique. Un événement qui ne s'est pourtant pas produit depuis plus de 10 ans maintenant. Plus de précisions avec ce reportage réalisé par Chloé Lemeur.
C'est à bord de leur bateau que l'INRAE de Thonon-les-Bains opère ce jour-là. 2 fois par mois, une équipe dédiée part au beau milieu du Léman pour réaliser des mesures avec l'objectif d'observer l'évolution de la qualité du lac. Ce matin a donc été dédié au prélèvement, mais aussi à l'évaluation de la clarté de l'eau avec un disque de Secchi. C'est un disque qui a un diamètre de 20 cm, qui est quadrillé noir et blanc. On va l'immerger jusqu'à ce qu'on note la profondeur de disparition à la vision. Aujourd'hui, on a eu une transparence d'environ 12,80 m, 12,50 m, 12,80 m je crois. Ce qui est très important pour une phase printanière. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'algues en fait, qui se situent entre 12,80 m et la surface. L'après-midi, place à une autre technique complémentaire avec l'utilisation d'une sonde océanographique. Munie de plusieurs capteurs pour mesurer entre autres l'oxygène, le pH ou encore la température, elle permet de descendre jusqu'à plus de 300 mètres de profondeur. Cette sonde, on va la déployer, c'est une sonde qui a une mémoire interne, donc on va la programmer et lui dire aujourd'hui on va faire un profil sur le lac Léman. Tu vas mesurer tous les paramètres que possède cette sonde depuis tous les 25 cm, depuis la surface jusqu'au fond. Et ça va nous générer environ 45 minutes à 1 heure de descente, qui va nous permettre de connaître certains paramètres physico-chimiques et biologiques du milieu. Une fois récoltées et analysées dans les laboratoires de l'INRAE, ces données sont ensuite transmises à la CIPEL, la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman. C'est elle qui interprète les résultats et réalise chaque année un rapport sur le mélange naturel des eaux du Léman durant l'hiver. Mais depuis 12 ans, ce phénomène de brassage ne se produit plus de manière totale. Une situation due au réchauffement climatique est préoccupante pour la biodiversité aquatique. On a donc des zones dans le lac qui sont dépourvues d'oxygène. Donc on a moins de 4 mg par litre. Ça, c'est le seuil qui permet aux organismes de respirer, de vivre. Et puis là, on est largement au-dessous du seuil, donc on est à peu près à 2 mg par litre. Et puis cette couche anoxique fait justement qu'il y a des organismes vivants qui habitent ces zones profondes du lac qui ne peuvent plus vivre. L'absence de brassage pourrait aussi à terme favoriser l'apparition d'algues à la surface du lac. Mais pour l'instant, selon la CIPEL, aucun moyen d'action directe n'a été trouvé pour enrayer le phénomène. Pour la Commission, seule la sensibilisation du public et des mesures contre le réchauffement climatique pourront peut-être à terme freiner le processus. Ce week-end, la ville d'Aix-les-Bains s'est replongée en plein XVIIIe siècle avec la première édition des Journées européennes de la danse historique. Conférences, ateliers, bals ainsi que de nombreuses animations ont rythmé cette fin de semaine. Différentes associations européennes se sont donc réunies dans la ville thermale dans le but de faire découvrir ce patrimoine culturel immatériel. Kezia Poudou était présente, on regarde son reportage. Quadrille, polka ou encore valse, le parc de verdure est remonté dans le temps durant une soirée. Près de 160 passionnés de danse historique se sont donné rendez-vous à Aix-les-Bains ce vendredi soir pour un bal. Tous sont venus dans des costumes datant de 1830 à la belle époque. On n'a plus de cage, donc déjà c'est droit. On a encore un corset ou pas, on a le chapeau. Là, je suis en tenue de jour, en fait, parce que nous sommes dans un jardin. Donc, mon cou est un petit peu couvert, mes bras aussi. J'ai l'éventail, j'ai l'ombrelle si besoin. Et puis, la jupe a juste un jupon en dessous. Notre objectif, dernier et premier, finalement, c'est de participer à la vie locale en animant, en faisant revivre des lieux qui sont vraiment chargés d'histoire. Le 19e à Aix-les-Bains, c'est quand même extrêmement important dans l'histoire de la ville. Co-organisé par le Quadrille du Lac et le Cercle Terpsichore, cet événement a réuni des passionnés de France, d'Italie et de Suisse. La cité thermale n'a d'ailleurs pas été choisie au hasard pour accueillir cette première édition des Journées européennes de danse historique. D'une part, Aix-les-Bains est stratégiquement bien disposé parce qu'accessible en train facilement de l'Italie et en avion bien sûr, de la France et par le train aussi. Et donc il y a l'histoire, il y a aussi toute l'histoire thermale d'Aix-les-Bains, c'est-à-dire qu'au 19e siècle, il y avait toute l'élite en fait, toute la grande bourgeoisie, l'aristocratie, culturelle, intellectuelle, financière et monarchique aussi, qui se réunissaient, venaient prendre les eaux ici, telle la reine Victoria par exemple, dont le salon Victoria, le salon du casino lui a été dédié. En plus de réunir les près de 500 adhérents,
Ce week-end était l'occasion de faire découvrir leur passion au grand public. Des conférences et ateliers ont donc été organisés tout au long du week-end sur divers thèmes comme la musique de bal, l'histoire du costume féminin ou encore l'écriture de la danse. C'est un patrimoine, exactement quand on va dans un musée pour voir des tableaux, on va dans les châteaux pour voir des pièces. Et souvent on ignore la danse, mais ça fait partie du patrimoine immatériel. Voilà. Au début, on n'était pas très nombreux. Nous, on a commencé ça à Lyon, j'ai enseigné à Paris. Et maintenant, ça essaime. Et maintenant, dans beaucoup d'associations, il y a des jeunes. Et ça, quelque part, on est très heureux. Il y a une sorte de revalorisation en ce moment de ce patrimoine. Ce samedi, un grand bal était organisé au casino d'Aix-les-Bains avant que cette première édition des Journées européennes de danse historique tire sa révérence. Et nous voilà déjà arrivés au terme de ce journal. Merci à toute l'équipe dans l'ombre de sa réalisation et merci à vous, téléspectateurs, de votre assiduité pour l'information locale sur notre antenne. Ne zappez pas car dans un instant sur 8 Mont-Blanc, Thierry Paul me prend le relais pour vous donner les dernières nouvelles et tendances météo pour les prochains jours. Et en ce qui concerne le prochain point avec l'info, c'est pour demain, mercredi, à partir de 18h. Mais d'ici là, je vous souhaite une belle fin de journée avec nos programmes. À bientôt.